Comme je vous avais envoyé le premier chapitre, les amis, bonsoir à tous. Euh, Aujourd'hui, je ferai les résumés du premier chapitre. Alors, après ces résumés du premier chapitre, il y aura des TP que je vais vous envoyer. La plupart de ces TP se fera sur Internet. Alors, vous irez sur Internet faire quelques recherches par rapport aux besoins qui seront demandés au TP. Alors, le premier chapitre nous parle de la nécessité de la cybersécurité. Ici, nous aurons quatre objectifs à atteindre. Le premier objectif, nous allons parler des données personnelles. Je vais vous expliquer les caractéristiques et la valeur de ces données personnelles. On va définir dans le premier objectif. Et puis le deuxième objectif, nous allons parler des données au niveau de l'entreprise. On va voir quelles sont les données utilisées au niveau de l'entreprise, leur importance et décrire l'impact d'une faille de sécurité. Par exemple, s'ils ont commis une erreur, qu'est-ce qui va se passer par rapport aux données qu'ils ont. Et puis le troisième objectif, pardon, je vais parler des agresseurs et puis les professionnels dans le domaine de cybersécurité. On va essayer de décrire comment ces, ces agresseurs-là, ils sont motivés par quoi. On va les catégoriser par rapport au niveau. Et puis, on va parler aussi des professionnels de la cybersécurité. Et puis, nous allons parler de cette guerre des cybernétiques. Pourquoi on doit vivre cette guerre et c'est quoi son importance? L'avantage de cette guerre, ça va fournir quoi? Ce sont là les quatre objectifs que nous allons atteindre par rapport à ces chapitres. Et à la fin, je vais démarrer le micro pour tout le monde, où vous allez, s'il y aura des questions posées, vous poser. Alors, parlons des données personnelles. D'abord, ici, nous parlons d'un système numérique. Je vais donner un peu l'idée par rapport à, parce qu'on parle des données. En réalité, les données, c'est quoi? Et puis, nous allons définir c'est quoi la cybersécurité. Nous sommes dans le numérique. Le numérique, nous remarquons, c'est quelque chose qui est plus important dans tous les domaines, que ce soit le domaine médical, que ce soit n'importe quel domaine, nous tous, nous avons besoin de ces numériques dans l'informatique. Alors, nous avons encore besoin de plus de nous connecter dans ces réseaux, dans ces systèmes. Connexion, c'est donc nous sommes connectés, des appareils, nous partageons des informations entre nous, les amis qui sont proches et les amis qui sont un peu distants par rapport à nous. Alors, c'est ça d'abord le réseau. Le réseau, c'est la connexion de différents appareils pour partager les informations. Alors, ce système-là, c'est un système numérique. Dans la connexion au réseau, il y a des équipements, il y a des périphériques utilisés. Parce que le partage d'informations, ça ne sera pas un partage qui sera comme ça verbal, non. Il y aura un système informatique, les équipements informatiques que nous voyons comme des téléphones, des ordinateurs, qui doivent partager ces informations-là. Et puis, nous allons remarquer aussi, il y aura d'autres équipements comme des serveurs, des routeurs. Prenons par exemple des serveurs qui vont stocker les données en question. C'est ça qui forme les systèmes numériques, c'est ça qui forme les réseaux. Alors, ces équipements sont sauvegardés quelque part, sont stockés quelque part. Il y a des entreprises qui protègent ces équipements-là. Maintenant, la cybersécurité, ça concerne à quoi? Ça concerne à la protection d'un système. Donc, ces systèmes numériques, ces systèmes informatisés, où vous utilisez vos téléphones, vos ordinateurs pour partager vos informations. Les informations que vous pouvez partager, c'est par exemple les publications que nous faisons sur Facebook, sur WhatsApp, le cours que nous sommes en train de travailler ici. Ce sont des informations que je partage entre moi et vous. Alors, la protection, maintenant, la cybersécurité, c'est la protection de ces systèmes en réseau et de données contre une utilisation non autorisée ou à méfait. Donc, ça peut arriver à un certain moment où moi qui ai tenu mon téléphone, il peut y avoir quelqu'un qui aura envie d'accéder dans, dans mon téléphone, accéder dans mes données qui sont peut-être sauvegardées quelque part. Alors, il faut que j'assure ce qu'on appelle la protection. Alors, la cybersécurité, il s'agit maintenant de la protection de ces systèmes. La protection de ces systèmes pour éviter les accès non autorisés. Alors, là, je vous ai parlé de la cybersécurité sonnette. Je vous ai défini, je vous ai montré, je vous ai expliqué d'abord le système informatique que nous utilisons et puis c'est quoi la cybersécurité. Donc, c'est la protection de ces systèmes pour éviter que n'importe qui accède sans votre autorisation dans votre téléphone, dans votre ordinateur, dans votre compte, donc accéder à quelque chose sans votre autorisation. Alors, les informations que nous partageons, quelque part aussi, les informations, ça peut nous identifier. Alors, si c'est ça, on peut avoir
On peut parler maintenant de donner une identité, quelque chose qui vous identifie dans un domaine quelque part. Alors, nous allons parler de données dans un domaine qui est traditionnel. Quand je parle de domaine traditionnel, c'est les domaines où on n'a pas besoin d'utiliser les numériques pour avoir l'identification de la personne. Et puis, nous allons parler de données dans le numérique, où on parle de online. Les données les données traditionnelles, dans les données sans numérique, offline, ce sont par exemple les informations qu'on peut avoir, les informations qui identifient quelqu'un. Ou je peux avoir ces informations sans pourtant que j'utilise les numériques. Prenons par exemple, moi j'habite limité, j'ai des amis qui connaissent mon adresse. Il y a un document dont les amis, ils connaissent mon adresse, ils connaissent mon nom, ils connaissent mon comportement, ce que j'ai fait. Il y a quand même ma famille qui me connaissent, ils savent ce que je suis, les amis, les collègues, des travail, par-ci, par-là. Ces informations-là, ça fait partie des informations offline. Donc, un ensemble des informations qui m'identifient dans le domaine hors numérique. On dit identité offline, c'est votre identité avec laquelle vous interagissez régulièrement à la maison, à l'école ou au travail. Donc, pour peut-être comprendre ton information, savoir qui tu es, je connais ton nom, je connais ce que tu es, comment est ton comportement, comment tu quittes, quelle heure tu travailles, tu fais quoi, quels sont tes plats préférés. Toutes ces informations-là qui te caractéristiques, je le connais sans pourtant utiliser le numérique. Alors, nous avons aussi une identité dans le numérique. L'identité dans le numérique, on dit, c'est quand vous êtes dans ce cyberespace. Donc, vous êtes dans un espace numérique où vous partagez vos informations. À ce moment-là, maintenant, prenons, je peux donner comme l'exemple, comme le Facebook, le WhatsApp. J'ai les informations qui identifient moi, mais qui ne sont pas traditionnelles, mais plutôt qui sont numériques et sauvegardées quelque part. Alors, ces informations-là, tout comme les informations traditionnelles, parce que dans le traditionnel, il y a le plus proche et il y a aussi les personnes qui ne sont pas plus proches de moi. Donc, ceux qui sont plus proches de moi ont assez d'informations sur moi, sur le comportement. Ils peuvent avoir peut-être les informations sur mon compte bancaire. Malgré tout, c'est traditionnel, mais je ne partage pas ça à tout le monde. Je ne peux pas faire peut-être chez moi de la maison, je publie que non, j'ai autant d'argent dans mon compte bancaire, j'ai autant. Non, c'est seulement les personnes concernées qui ont ces informations-là, qui ont accès à ces informations. Là, nous sommes sur le plan traditionnel. Mais sur le plan numérique aussi, comme nous ne savons pas, parce que dans le numérique, on ne sait pas qui est derrière ce numérique. Le réseau, c'est la connexion de plusieurs équipements. Et nous parlons d'un réseau Internet. Le réseau Internet, c'est un réseau public où tout le monde peut avoir accès à ces réseaux. Donc, tout le monde peut avoir déjà quelques informations sur n'importe qui. Il suffit de faire quelques recherches. Alors, ces informations-là aussi dans le numérique, on me conseille, je dois révéler juste une quantité d'informations limitées qui me concernent. Je ne peux pas publier. On dit, par exemple, le nom d'utilisateur ou le pseudo ou bien alias ne doit pas inclure assez d'informations personnelles, ne doit pas être, doit être adapté et puis respectueux, donc adapté par rapport à la communauté là où vous êtes, parce on peut avoir des informations d'identification dans plusieurs domaines. Prenons par exemple dans la communauté de Facebook, dans la communauté de WhatsApp. Alors, ces informations où je me représente dans cette communauté doivent être adaptées par rapport à la communauté. Par exemple, si je suis dans telle communauté, je suis dans tel groupe, je ne peux pas partager d'autres informations qui n'ont rien à voir à cette communauté. Et ça doit être respectueux. Ne doit pas attirer une attention indésirable. Je ne peux pas, par exemple, je vais dans un compte Facebook, créer un compte qui m'identifie. Au lieu de mettre le nom de par rapport à ce que je suis, je mets par exemple le nom qui ne me reflète pas, quelque chose qui ne m'identifie même pas, quelque chose qui peut attirer une intention indésirable. J'ai fait des publications qui n'ont rien à voir par rapport à ma personnalité. Pourquoi? Parce que je ne sais pas derrière cette plateforme, derrière ça, qui sont connectés. Je vous ai parlé ici, l'Internet, nous utilisons l'Internet. L'Internet, c'est un réseau public où tout le monde peut avoir accès. Tout le monde. Et l'Internet, c'est gratuit. Tout le monde peut avoir accès. Il y aura personne qui va lui poser la question, pourquoi tu en as besoin, tu veux faire quoi avec, tu dois faire quoi, tu dois faire quoi. Il n'y aura personne. Voilà pourquoi nous retrouvons toutes sortes de personnes sur Internet. Alors, lorsque nous nous retrouvons dans un tel espace, dans un espace pareil, quelque chose qui doit m'identifier, je dois beaucoup être prudent à révéler autant d'informations sur moi.
Pourquoi? Parce qu'à cause de ces informations-là, ça peut me rendre vulnérable. Ça peut attirer quelqu'un à faire quelque chose. Imaginez-vous dans le données traditionnel, vous avez reçu par exemple 1 million de dollars chez vous et puis vous publiez à la maison, vous mettez une photo quelque part ou bien un papier, vous écrivez: «Non, j'ai reçu 1 million de dollars». Imaginez-vous, vous signalez à tout le monde que vous avez reçu 1 million de dollars. Alors, quelle intention que vous donnez par rapport aux voleurs, par rapport aux criminels? Vous voyez? Si dans la vie traditionnelle, on a du mal à révéler certaines informations pareilles, ça doit aussi être le cas dans le domaine numérique. Donc je vous ai parlé de votre identité, ça peut être offline et je vous ai présenté aussi l'identité dans le online, en ligne. Alors, vous pouvez aussi, là, je vais parler de dans les 2 contextes, les données sur le numérique et puis les données traditionnelles. Maintenant, vous pouvez aussi avoir des informations, donc des données, les informations qui vous identifient dans plusieurs secteurs. Vous pouvez avoir dans le secteur médical, les dossiers médicaux. Prenons par exemple, vous partez souvent à l'hôpital, vous faire examiner. Alors, l'hôpital a créé un dossier. Ça peut être un dossier traditionnel, ça peut être un dossier numérique. Mais aujourd'hui, comme nous parlons de l'Internet, presque toutes les entreprises ont intégré dans le numérique parce qu'on a vu l'importance du numérique. Alors, aux entreprises, on peut avoir un dossier médico-électronique, des informations sur votre santé physique, sur votre santé mentale et d'autres informations qui parlent de vous, les ordonnances que vous prenez, les difficultés que vous avez. Donc, tout ce qui constitue votre santé mentale, que ce soit physique, l'hôpital a un dossier qui vous identifie. On peut avoir aussi un dossier au niveau de l'université ou bien de l'école, un dossier scolaire. Dans ce dossier scolaire-là, il y aura des informations qui parlent de vous aussi, qui vous identifient. Prenons par exemple les évaluations, vos notes, vos certificats, vos diplômes obtenus, la participation et puis votre rapport disciplinaire. Ça fait partie, c'est un dossier qui constitue autant d'informations pour vous. Et ce dossier-là peut être numérique, ça peut aussi être traditionnel. Mais avec l'ampleur du numérique aujourd'hui, presque tous ces dossiers sont numérisés. On peut aussi avoir un dossier dans l'emploi là où vous travaillez. Vous pouvez avoir dans votre entreprise, il y a des informations qui parlent de vous. Vous avez été engagé tel jour et vous recevez autant d'argent, vous avez de telles primes, vous avez ça, vous avez ça. Il y a tout un dossier qui il vous identifie, qui se renseigne de vous. Et ça, il est pareil, c'est le cas aussi pareil dans des dossiers financiers. Alors, vous voyez là où vous pouvez danser partout dans plusieurs domaines, on peut avoir autant de dossiers qui nous identifient. Maintenant, vous devez savoir, il y a beaucoup d'informations, par exemple, qui sont, par exemple, au niveau des médical, presque toutes les informations qui sont là. Mon dossier, il faut que ça soit vraiment protégé. Pourquoi? Parce que ces dossiers-là est partagé avec d'autres personnes, ça peut me rendre moi, vulnérable et ça peut soit déranger. Dans ce chapitre, dans la partie ici, je vous ai montré là où vous pouvez avoir vos données, où se situent vos données. Vous pouvez avoir les données au niveau de votre ordinateur aussi, comme les cours l'a parlé ici, le données de votre ordinateur, où vous avez vos comptes dans l'ordinateur, vous avez vos empreintes, vos mots de passe, vous avez vos documents stockés dans ces ordinateurs. Je vous ai parlé des médicales, je vous ai parlé d'emploi, je vous ai parlé des informations aussi en ligne. Prenons par exemple dans Facebook, tout le monde a un compte Facebook, il a un dossier où on l'identifie, il est ça, il est né tel jour, il est ça, il est tel jour, telle date, il a étudié ceci. Là. Donc Facebook a quelque chose, a un dossier qui vous identifie. Vous pouvez avoir sur les données relatives à votre formation, de données au niveau de votre compte bancaire aussi. Vous avez créé un compte bancaire. Même chez nos opérateurs, nous avons la CIMI qui est là, qui a mon numéro, qui a mes informations aussi. Donc, c'est un dossier que l'entreprise a conçu pour moi. Alors, on doit se poser maintenant la question, où sont réellement ces dossiers-là? Où sont réellement ces données électroniques? C'est où? Parlons des dossiers médicaux. Normalement, c'est l'hôpital qui doit garder ces dossiers. C'est l'hôpital. Mais ça peut arriver à un certain moment où vous allez perdre votre vie privée par rapport à une législation qui a été établie dans votre pays. Prenons par exemple des dossiers médicaux. Les dossiers médicaux, ils peuvent être accessibles via une compagnie d'assurance. Pourquoi? Parce que moi, quand je viens à l'hôpital, je vais me faire examiner. Mais je suis assuré par une compagnie. Alors, la compagnie, pour payer toutes ces fatigues-là, il aura besoin peut-être d'accéder dans ces informations. Voilà, c'est que ces plans-là, si vous partez par exemple aux États-Unis, on a un problème, on a une difficulté
entre la confidentialité et la vie privée. Parce que la confidentialité, une vie privée doit toujours être confidentielle. Les informations, par exemple, sur ma santé, vous ne pouvez pas partager ça avec n'importe qui. Mais ce n'est pas le cas, ce que nous retrouvons aujourd'hui. Nous pouvons voir même une carte fidélité d'un magasin qui est partagée par rapport à une autre sous-traitance de marketing. Je donne par exemple l'exemple, vous vous abonnez dans une alimentation où vous avez créé une carte de fidélité. La carte de fidélité a des informations sur vos achats. Il a les informations sur votre paiement. Il a les achats sur ce que vous aimez beaucoup. Mais pour que cette entreprise, cette alimentation-là évolue, il a besoin de faire ce marketing. Alors, ils ont signé un contrat avec une sous-traitance de marketing. La sous-traitance de marketing, ils auront besoin d'accéder à vos informations, savoir qui vous êtes pour préparer leur publicité, leur marketing. C'est ça le problème que nous retrouvons, le conflit que nous avons entre la protection de la confidentialité et de la vie privée. Partons sur Internet. Il y a même vos photos en ligne, les photos que vous avez sur Internet. Or, aujourd'hui, si nous partons dans Facebook, que je sois n'importe qui, il suffit de mettre votre nom, je peux avoir vos photos que vous publiez, je peux avoir votre identité et puis assez d'informations qui relèvent, qui parlent de vous. Alors, je ne sais pas qui est cette personne derrière ça qui peut avoir toutes ces informations-là. Alors, nous avons compris un peu les problèmes que nous avons par rapport à la confidentialité et puis la vie privée. Alors, quand on parle de vos appareils informatiques, le stockage, ça peut se faire pas seulement dans mon ordinateur, le stockage, ça peut se faire aussi via les systèmes informatiques qui sont utilisés dans les services qui nous fournissent toute cette protection-là. Alors, je peux peut-être avoir mon téléphone qui est là, j'ai mon téléphone. Moi, on croyait que c'est mon téléphone qui garde toutes mes informations, mais il n'y a pas seulement mon téléphone qui garde les informations. Ces providers, ceux qui nous fournissent des services de connexion tous en ligne, ils ont créé des systèmes aussi pour sauvegarder notre historique. Prenons par exemple avec WhatsApp, vous avez des serveurs qui sont là, qui sauvegardent toute votre historique. Or, la conversation, c'est quelque chose qui doit être secrète. Mais il y a déjà un serveur, même ici, il nous garantit la protection de nos données, il nous garantit l'accès, qui ne doit pas accéder à nos données privées, mais quand même, on sait qu'ils ont nos informations. Et ils peuvent aussi être vulnérables quelque part. Alors, quand ils sont vulnérables, quand ils sont attaqués, alors c'est nous, les utilisateurs, qui consommons ces systèmes-là, nous serons à la merci des criminels. On vous pose la question, vous allez citer quelques exemples de périphériques informatiques dont vous disposez. Aujourd'hui, tout le monde utilise les systèmes informatiques avec votre téléphone, votre ordinateur, le téléphone ordinateur, la tablette, la montre informatique. Ça fait partie des équipements informatiques auxquels vous partagez des informations. Maintenant, nos données personnelles, mes identités dans Facebook, mes identités dans WhatsApp, mes identités dans un compte des finances, ils sont utilisés comme étant des cibles. Alors, de quelle manière le cybercriminel, dans le criminel dans cet espace numérique, procède-t-il pour vendre votre identité? Peut-être ils auront besoin de votre information d'identification en ligne. Les voleurs, ils auront besoin d'accéder à vos comptes-là ou bien de créer des comptes doubles. Créer par exemple un compte qui a vos photos. Comment il a reçu ces photos-là? Parce que ces photos-là sont partagées à tout le monde. Il a reçu vos photos. Il a reçu les informations que vous avez partagées concernant votre date de naissance, concernant ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas. Il crée un compte pareil, un compte parallèle par rapport à vous. Alors, on dit que ces gens-là sont tellement risés, ils ont la risque pour que vous virez de l'argent peut-être à vos amis, peut-être à votre famille. Alors, ils sont tellement patients, ils peuvent créer un compte qui est presque comme vous. Alors, ils cherchent vos amis pour gagner la confiance de vos amis. Ils peuvent leur envoyer de l'argent, ils peuvent leur envoyer autant de choses que les amis courront. Peut-être c'est toi qui les as envoyés. Or, pourtant, ce n'est pas toi qui l'as fait ça. C'est un compte qui a un compte dupliqué de toi. Alors, ce compte-là, ce qui lui a donné la possibilité d'avoir ça, c'était les informations que tu avais publiées. Alors, c'est pour peut-être quel intérêt, c'est pour quelle raison ils souhaitent-ils se faire passer de vous, donc ils y peuvent par rapport à votre identité. C'est peut-être pour un profit en long terme, pas pour un profit aujourd'hui, c'est un profit en long terme. Peut-être avoir des avantages au niveau médical. C'est pas seulement Facebook qu'on va vous attaquer. Peut-être je peux créer un compte bidon sur votre numéro des finances, votre dossier médical. On peut créer un compte parallèle.
Si par exemple, moi, je suis une compagnie d'assurance et que je remarque les privilèges de ton dossier que tu as par rapport à l'hôpital, je peux créer aussi un compte parallèle pour que je donne, que j'ai ce privilège-là. Alors, l'hôpital ne saura pas que ça, c'est un compte, c'est un faux compte, c'est un mauvais, c'est un bon compte. Il ne saura pas parce que j'ai recopié les mêmes informations, le même ID qui était dans l'autre compte. Peut-être pour remplir une fausse déclaration d'impôt, pour demander peut-être pour ouvrir des comptes bancaires ou bien obtenir des prêts quelque part. Je me fais passer d'une autre personne pour remplir des fausses déclarations d'impôts. Je vais emprunter un tas d'argent. Je me fais passer d'une autre personne. Parce que c'est quelque chose qui est dans le numérique. Et dans le numérique, on ne voit pas la présence de la personne. On voit seulement les informations qui identifient la personne. Or, ces informations-là, ça peut être falsifié. Alors maintenant, là, j'ai parlé maintenant de données au niveau personnel. Nous avons vu les données personnelles et nous avons vu comment nos données personnelles peuvent être une cible par rapport aux criminels. Alors parlons maintenant des données au niveau de l'entreprise. Les données au niveau de l'entreprise, nous avons aussi des données traditionnelles. Les données traditionnelles où nous remarquons par exemple le personnel, les dossiers de votre candidature, des fiches de paiement, ce sont des dossiers traditionnels, le lettre d'offre et puis le contrat que vous avez signé, ça fait partie de vos données personnelles, traditionnelles, personnelles. Et puis nous avons aussi les données intellectuelles. Là maintenant, ça concerne l'entreprise parce que le premier personnel, ça concerne le personnel dans les services des personnels, les personnels de l'entreprise. Nous avons le contrat de chacun, nous avons le fiche de paiement de chaque membre de l'entreprise. Nous avons les lettres d'offres que nous avons lancées avec nos sous-traitances. Alors, nous avons aussi les données intellectuelles. Les données intellectuelles, c'est par exemple le privé, les arrêtés que le ministère nous a donnés, nos numéros d'impôt, ID national, nous avons nos marques déposées, le plan des produits et puis nous avons nos secrets commerciaux. La stratégie que nous utilisons, notre politique, c'est que nous utilisons pour faire telle chose, pour faire telle chose. Là, ça fait partie des données intellectuelles. Alors, nous avons aussi des données financières. Des données financières, par exemple, le compte des résultats de votre entreprise, le bilan comptable, les tableaux de la trésorerie, savoir combien vous avez, combien, quels sont, tout ça. Tout ce qui est reflété par rapport à l'argent, à la finance, ça fait partie des données financières. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle l'Internet des objets avec les big data. L'Internet des objets, c'est quoi? L'Internet, c'est un réseau qui est plus que même l'Internet. Un réseau où tout le monde doit être connecté. Parce que c'est quelque chose qui a été lancé depuis 2015. À partir de 2020 qu'on l'a lancé, on l'a déjà activé. Donc, dans 2015, on avait prévu ça. Et puis en 2020, on a activé cet Internet des objets. L'Internet des objets, c'est un réseau où toute chose doit être connectée. Vos téléphones, vos, vos, vos chapeaux, vos lunettes, même les personnes, même les plantes, même les maisons. Donc, tous les objets doivent être connectés. Il y a déjà des personnes connectées, il y a déjà des murs intelligents dans nos entreprises. Alors, cet Internet d'objets, des objets, pardon, l'utilisation de cet Internet, ça génère autant d'informations que même l'Internet ne pouvait pas générer. Parce qu'avec l'Internet des objets, on voit la croissance des données au-delà. Parce que c'est ça qui forme, cette croissance des données, c'est ça qui forme les big data. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde, imaginez-vous, rien qu'avec les téléphones, vous pouvez envoyer autant d'informations. Maintenant, avec le MIR doit capter la présence de la personne. C'est une information qu'il a reçue et il doit signaler, par exemple, à un service de sécurité que telle personne veut accéder. Est-ce qu'il doit être autorisé ou non? C'est déjà une information qui sera générée. Alors, comme il y a eu beaucoup d'objets qui ont été connectés et le personne, parce que dans le personne, nous voyons le bâtiment, les capteurs qui sont dans le corps humain, qui signalent les bâtiments d'un patient, par exemple, hein. Ils signalent la présence, la température d'une personne. Ça fait partie de l'Internet des objets. Alors, le fait de générer encore ces informations qui n'étaient pas avant, ça nous pousse à avoir ce qu'on appelle les big data, donc la consommation de données un peu à une croissance exponentielle. Maintenant, dans l'entreprise, pour l'assurance maintenant de ces données-là, nous avons besoin de trois choses. Nous aurons besoin de la confidentialité, nous aurons besoin de l'intégrité et puis la disponibilité. Pourquoi la confidentialité? Les données de l'entreprise doivent être secrètes et ne doivent être partagées qu'avec les personnes autorisées. À ce moment-là, nous parlons de la confidentialité. Ça fait partie des trois triades de la sécurité au niveau de l'entreprise. La confidentialité, quelque chose qui ne doit pas être
illisible à tout le monde, seulement confidente à ceux qui ont accès à ça. Là, nous parlons de la confidentialité. Et puis la deuxième des choses, nous parlons de l'intégrité. L'intégrité, ça veut dire quoi? L'intégrité, c'est dans la communication du réseau. Les données qui ont quitté le point A pour atteindre le point B, ça doit être le même données. Ils ne doivent pas avoir modification. On ne doit pas ajouter, on ne doit pas retrancher. Ça doit être le même données. Donc les données ne doivent pas subir, ne doivent pas être altérées ou être corrompues. À ce moment-là, nous parlons de l'intégrité. Dans le nombre, la quantité d'informations qui a quitté le point A, ça doit être la même quantité d'informations qui doit atteindre le point B. On ne doit pas avoir des informations supplémentaires qui ont été ajoutées pendant le long du chemin. Non, on ne doit pas retrancher. On ne doit pas avoir les informations manquantes. Donc là, on parle de l'intégrité. Et puis la disponibilité, c'est l'accessibilité des informations. Si par exemple, pour accéder à telle information, je dois avoir l'accès 24 heures sur 24. Donc, c'est en aucun moment que je dois avoir une interruption de cet accès. Parce que dans la sécurité, si vous manquez cette interruption, donc cela veut dire que vous n'êtes plus en mesure de contrôler le système. C'est le système maintenant dont vous avez perdu le contrôle du système. Or, quand vous perdez le contrôle du système, vous ne saurez plus gérer, vous ne saurez plus appliquer la sécurité de votre système. Voilà pourquoi on conseille dans trois choses au niveau de l'entreprise. On doit subir la confidentialité, les informations doivent être confidentielles, être partagées seulement aux personnes autorisées, et puis l'intégrité. Pourquoi? Parce qu'il y aura la communication en réseau. Les informations qui doivent quitter le point A pour aller au point B doivent toujours être intègres. Les mêmes informations, le même message, il ne doit pas subir la corruption ou autre chose. Et puis la troisième des choses qui est très importante, c'est la disponibilité. Avoir accès à ces informations-là à n'importe quel moment où on a l'autorisation d'avoir accès. Maintenant, dans la page qui suit maintenant, il y aura un TP maintenant où je vais vous donner ce TP où vous allez faire la comparaison de données avec NH. Dans le TP, on va vous expliquer cette comparaison-là. Vous aurez besoin de votre PC et puis un PC connecté sur Internet pour faire ces recherches. Vous allez comparer un peu les données qui sont hachées et puis les données qui ne le sont pas. Donc, hacher, donc rendre des données illisibles. Maintenant, quel est l'impact d'une faille au niveau de l'entreprise ou bien au niveau des données personnelles? Les conséquences d'une brèche de la sécurité, ça peut vous rendre impossible d'empêcher toutes les attaques. Parce que c'est déjà ce que nous devons connaître. On ne peut pas assurer la sécurité à 100%. La sécurité est assurée à 99,999. Alors, les hackers maintenant trouveront toujours des nouvelles méthodes. Si vous n'êtes pas prudent, si vous ne savez pas comment être vigilant par rapport aux données de votre entreprise ou bien aux données personnelles, il y aura toujours un groupe de personnes qu'on appelle des hackers. On verra les types des hackers. Pourquoi? Parce qu'ils ils seront toujours à la recherche de trouver des vulnérabilités auprès de vous. Voilà pourquoi on dit la sécurité n'est pas rassurée à 100%. Maintenant, lorsque vous avez, par exemple, subi la, l'impact, vous avez subi peut-être un attaque au niveau de l'entreprise, ça peut vous ruiner la réputation dans l'entreprise. Si c'était au niveau des données personnelles, vous aurez la mal réputation. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui a créé un compte qui vole de l'argent à votre nom. C'est votre nom qui sera mal réputé. Il y aura le vandalisme, il y aura le vol. Si au niveau de l'entreprise, au niveau de vous, on peut accéder dans votre équipement, on peut accéder dans votre ordinateur, voler des informations. Il y aura des pertes de chiffre d'affaires. Ça, c'est au niveau de l'entreprise. Si c'était dans votre compte bancaire, c'est vos chiffres d'affaires qui vont diminuer. Et puis, il y aura la propriété intellectuelle qui sera endommagée. La propriété intellectuelle de votre entreprise. Là, j'ai parlé de nouveau entreprise qui sera endommagée. Tout ça, ça fait partie des impacts que nous remarquons au niveau des données personnelles et puis au niveau des données de l'entreprise. Alors, il y a un exemple d'une application qu'on appelle LastPass qui avait subi une attaque en 2015. Alors, l'application, c'était un gestionnaire de mots de passe. Si par exemple, j'ai plusieurs comptes, j'ai par exemple 5 comptes, dans chaque compte, je dois avoir des mots de passe distincts. Alors, moi qui suis profond dans le système numérique, je ne saurais pas à chaque fois retenir le mot de passe dans chaque compte. Alors, il y a maintenant un service, l'application LastTech, il me propose maintenant le gestionnaire de mots de passe. Donc, il veut qu'on travaille avec lui. À chaque fois qu'on veut accéder dans tel compte, au lieu que moi je me rappelle de ces mots de passe, c'est l'application qui va mettre le mot de passe à ma place. Alors, moi, je fais confiance à l'application.
Donc, l'application a la connaissance de mots de passe et puis le compte de tous les sites où je peux accéder. Maintenant, cette application, maintenant, ce service de l'espace a été attaqué en 2015. On dit qu'il y a eu des vols d'adresses email, des rappels de mots de passe et des haches d'authentification. Des demandes une vérification. Quand est-ce que l'application avait, comment l'application avait subi, avait donné la possibilité aux cyberattaques, aux cybercriminels de créer tout ça. On dit demande une vérification par email ou une authentification à plusieurs facteurs lors d'une connexion à partir d'un téléphone inconnu. L'application avait la possibilité, si par exemple vous voulez accéder dans tel site, OK. Pour accéder dans tel site, pour que l'application reconnaisse que c'est toi, il demandait un code. Donc, c'est ce qu'on appelle l'authentification à plusieurs facteurs. Il t'envoie, parce que l'application a ton numéro de téléphone, il t'envoie un code au numéro de téléphone pour vérifier réellement si c'était toi. Mais lorsque l'application maintenant a eu la modification de ce système, c'est à ce moment-là que l'application s'est rendue vulnérable aux cybercriminels. Les utilisateurs doivent utiliser des mots de passe principaux complexes. Voilà pourquoi on conseille maintenant les utilisateurs, vous devez utiliser des mots de passe tellement complexes, le modifier régulièrement et puis se méfier des attaques des hameçonnages. Les phishing, on verra ça, c'est l'une des attaques d'hameçonnage. C'était le conseil que l'application, lorsqu'elle avait subi maintenant cette attaque-là, parce qu'on a eu, si vous regardez sur Internet en 2015, il y a eu plus de 4 millions de personnes, de comptes des personnes qui ont été attaquées suite à ces changements radicaux que l'application avait lancés. Il fallait qu'il garde toujours son système d'authentification à plusieurs facteurs, mais l'application a modifié un système. Suite à ces changements-là, l'application a rendu plusieurs personnes des victimes. Alors, pour résoudre ça, il a conseillé à plusieurs personnes d'utiliser des mots de passe à ses abonnés, d'utiliser des mots de passe forts et puis le modifier à chaque fois. Il y a aussi un deuxième exemple d'une application, le Vitech. Cette application concevait et conçoit, dans ses services, cette entreprise, il conçoit des jouets technologiques pour les enfants. Alors, dans ces jouets technologiques-là, vous pouvez vous abonner, vous achetez l'appareil et puis vous achetez les applications de jeu. Vous pouvez même créer votre compte et puis vous pouvez même financer déjà de l'argent pour peut-être des jeux à venir. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Toujours en 2015, il a aussi été attaqué. On dit exposition d'informations sensibles dans le nom, parce que c'était pas les enfants qui créaient le compte, mais c'était souvent le parent qui créait le compte pour leurs enfants. Alors, les parents s'est retrouvés, ils devaient mettre leur compte bancaire, leur numéro de la carte des banques pour acheter, par exemple, les applications. Alors, l'entreprise avait toutes ces informations-là. Quand l'entreprise a subi cette attaque, il y a eu exposition d'informations sensibles telles que les noms, les numéros des comptes bancaires. Il y a eu des adresses mail qui ont été exposées. Il y a même eu des mots de passe, des photos des clients et les enregistrements des conversations qui étaient conservés. Alors, l'application était vraiment, beaucoup de personnes étaient victimisées à cause de ça. Le VicTech n'a pas correctement protégé les informations de ses clients suite à ces quelques failles qu'ils ont trouvées dans les réseaux. Les hackers peuvent créer des comptes mail, demander des crédits et commettre des crimes en utilisant des informations confidentielles de l'enfant. Lorsque maintenant les hackers ont attaqué cette entreprise, ils ont créé des comptes parallèles, des comptes doubles qu'ils ont retrouvés dans ces sites. Alors, à partir de ces comptes-là, ils se font passer pour peut-être les utilisateurs légitimes. Or, ils n'étaient pas des utilisateurs légitimes. Ils peuvent également récupérer les comptes en ligne des parents. Donc, ils ont eu toutes ces possibilités-là. Et puis, le troisième exemple, c'est le faille de l'application Equifax. C'est une agence d'évaluation des crédits à la consommation, toujours aux États-Unis. Il évaluait les crédits par rapport à la consommation pour savoir il y a combien de chômage ici, dans telle ville, il faisait tout ça. Maintenant, les cybercriminels ont exploité une vulnérabilité dans ces logiciels d'application web. Alors, l'entreprise a créé un site. Qu'est-ce qui a rendu que l'entreprise soit vulnérable? L'entreprise avait créé un site spécial avec un nouveau nom de domaine. Donc, c'est comme si les sites web, ici, on parle, c'est comme nous partons dans netacad.com. C'est un site où nous comprenons, c'est l'identification, c'est la localisation de tels serveurs dans les navigateurs. Alors, imaginez-vous, par exemple, nous avons l'habitude d'accéder dans NetAcad. On vient de créer maintenant, NetAcad vient nous informer qu'il
il a modifié son nom de domaine, il a modifié, c'est plus NetAcad, par exemple, c'est Intel. Donc, tout le monde ne sera pas encore informé par rapport à toutes les informations qui seront affichées dans ces nouvelles NetAcad. Donc, c'est fort probable que les hackers aussi créent aussi un autre NetAcad, que les utilisateurs légitimes croiraient que c'est le bon site. En accédant là-bas, ils vont donner leurs informations, ils vont mettre leurs informations en croyant qu'ils sont dans le bon site. Or, ils ne sont pas dans un bon site, c'est un mauvais site. On dit l'entreprise a créé un site web spécial avec un nouveau nom de domaine. Le nom de domaine, c'est comme NetAcad, je vous ai dit ici. Ce qui a permis à des cybercriminels de créer des sites web non autorisés à des fins de phishing, c'est les hameçonnages. On va voir le hameçonnage, c'est quel type d'attaque. Alors, tout ça, nous, on peut être vulnérables. Même les entreprises qui nous protègent aussi, ils peuvent aussi être vulnérables. Parce que nous avons vu, il y a eu 3 entreprises ici, l'exemple de 3 entreprises qui nous protégeaient, qui protégeaient nos données, qui protégeaient nos comptes mail, qui protégeaient nos comptes de finances. Ils ont subi d'attaques. Toute entreprise aussi peut être aussi pareil. Ils peuvent subir ce genre d'attaques. Il y aura maintenant un deuxième TP où on va vous demander quelles données ont été volées. Vous aurez toujours besoin de votre ordinateur ou bien téléphone pour accéder, voir sur Internet, savoir quelles sont les données qui ont été volées. Alors, nous allons maintenant comprendre c'est qui ce sont ces agresseurs et puis qui sont les professionnels au niveau dans la cybersécurité. Les hackers, c'est un mot utilisé où nous retrouvons, on va voir les hackers chapeau blanc, chapeau gris et puis chapeau noir. Mais avant d'abord de parler de ces hackers-là, parlons d'abord des amateurs. Les amateurs font partie aussi des hackers, où on parle des script kids. Ce sont des personnes qui ont peu de connaissances ou bien ils n'ont rien de connaissances sur les attaques, sur la cybersécurité. Mais ils utilisent des informations, peut-être des tutoriels sur YouTube pour s'évaluer, pour donc quelqu'un qui n'a pas assez d'informations, il récupère les informations, les tutoriels sur YouTube, il vient, il pratique ça, il lance une attaque. Parce que peu importe la sorte de l'attaque a toujours des conséquences. Quand vous êtes attaqué, même si avec une petite attaque, ça peut créer des dommages aussi. Alors, nous avons les scripts qui dit. On dit et utilisation des outils existants ou d'instructions trouvées sur Internet pour réaliser une attaque. Ce sont des personnes qui n'ont pas vraiment assez de connaissances sur ce domaine de cybersécurité, de cybercriminalité, mais ils vont sur YouTube, ils regardent des tutoriels, ils font ça et puis ils lancent l'attaque. Et ils font partie des script kids, des amateurs. Mais nous avons aussi des hackers professionnels aussi. Hacker, il entre par infraction dans un ordinateur ou dans un réseau pour obtenir un accès. Ce sont des personnes qui entrent par effraction, donc non par autorisation, mais par effraction dans votre ordinateur ou bien dans un système informatique pour obtenir quelques accès. Alors, si là, maintenant, nous allons remarquer, il y a 3 types d'hackers. Nous avons les hackers au chapeau blanc, nous avons les hackers au chapeau gris, et puis nous avons les hackers au chapeau noir. Les hackers chapeau noir, ce sont des personnes autorisées à entrer dans un système pour en détecter les vulnérabilités afin de pouvoir renforcer la sécurité. Prenons par exemple, il y a Google qui a lancé son entreprise, ou bien il y a, je donne l'exemple de Google, il a son entreprise. Google a lancé une nouvelle application, ou bien il a lancé une nouvelle mise à jour. Mais Google, quand il a conçu ces mises à jour-là, d'après lui, il sait que la mise à jour est bien sécurisée. Alors, Google a créé encore une autre entreprise, ou soit il est allé chez un groupe des hackers et il leur demande, vous, je dois vous payer. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez attaquer ma mise à jour. Vous allez attaquer l'application que je viens de créer. Mais si vous retrouvez qu'il y a une vulnérabilité par rapport à cette application-là, ne publiez pas, mais vous allez venir chez moi, vous me dites que regarde dans ton application, il y a tel problème, il y a tel problème. C'est à moi maintenant de porter des corrections par rapport à, à cette mise à jour ou bien à cette attaque. Donc, ces gens-là font partie des chapeaux gris. On dit ils sont autorisés à entrer. Donc, Google leur autorise, ou bien l'entreprise autorise ces personnes-là accéder dans leur système pour trouver des vulnérabilités. Enfin, lorsqu'ils vont trouver ces vulnérabilités, ils ne vont pas les publier, ils ne vont pas se servir de ces vulnérabilités pour attaquer les clients, mais plutôt, ils vont donner à Google de corriger ces vulnérabilités. Alors, le deuxième type d'hacker, nous avons le chapeau gris. Les chapeaux gris, ce sont comme des activistes. Ils compromettent des systèmes sans autorisation.
Donc, c'est quelqu'un, par exemple, qui n'est pas content avec le gouvernement. Il vient, il sabote, il accède dans un réseau du gouvernement, il sabote les systèmes informatiques du gouvernement. Il bloque peut-être les sites. C'est pas pour un intérêt au niveau financier, c'est pas pour gagner quelque chose. Non, peut-être il n'a pas aimé la façon dont le gouvernement fonctionne. C'est pas seulement le gouvernement. Ça peut être les chapeaux gris. Ils ont attaqué, par exemple, l'entreprise, la Banque centrale. Ils ont bloqué les services au niveau de la Banque centrale. Et ils font partie des chapeaux gris. Ils travaillent non pas pour un gain financier, mais ils travaillent par rapport à une morale, à quelque chose qu'ils n'ont pas aimé, à une politique qui existe et qui n'accepte pas cette politique-là. Là, ils font partie du chapeau gris. Alors, nous avons aussi des chapeaux noirs. Les chapeaux noirs, et vraiment, ce sont des rebelles, ce sont des criminels. Ils profitent de toute votre vulnérabilité à des fins illégales, financières ou politiques. Alors, et ils peuvent accéder dans votre réseau, non pas seulement pour savoir votre vulnérabilité, mais trouver la vulnérabilité et puis vous nuire par rapport à cette vulnérabilité-là. Alors, nous pouvons voir des hackers organisés, les organisations des criminels, il y a des organisations des criminels, des hackers, il y a des activistes à qui je vous ai donné l'exemple comme des chapeaux gris, quelqu'un qui a attaqué par exemple les sites web de la SNL, les sites web de telle entreprise, ils ont juste saboté. La CNIL a été aussi attaquée, c'était par les activistes. Nous avons aussi des terroristes qui sont les groupes des hackers, ce sont des criminels, des chapeaux noirs. Et puis nous avons aussi des pirates financés par un État. Alors, le pirate maintenant financé dans les hackers financés par un État, on ne sait pas les préciser dans chapeau noir ou bien chapeau noir, chapeau blanc, parce que ça dépend par rapport à leur juridiction. Prenons par exemple la France, il a créé un groupe des hackers pour attaquer la RDC. Chez nous, à la RDC, on va considérer ça, on va les considérer comme des chapeaux noirs. Or, la France, il va les considérer comme des activistes ou bien il va les considérer comme des chapeaux blancs. Ce sont des personnes à qui la France a mis pour peut-être, selon la justification que la France va donner, ou faire ça, faire ça, faire ça. Je n'ai pas dit que la France nous attaque, mais je vais donner juste un exemple. Alors, comment allons-nous subir l'attaque au niveau de l'entreprise? L'attaque peut être subie, provenir de deux façons. Ça peut être interne et externe. Au niveau de l'interne, c'est par exemple les erreurs que commettent les employés. On parle des attaques au niveau interne. Il y a peut-être un collaborateur ou un partenaire sous-traitant, sous contrat. Il a mal géré les données confidentielles, peut-être une erreur qu'il a commise, ou soit menacer le fonctionnement des serveurs internes ou des appareils de l'infrastructure. Donc, c'est quelqu'un qui a déjà accès, quelqu'un qui, le système informatique de l'entreprise, a confiance en lui. Il a accès dans beaucoup de choses, mais ils peuvent commettre par erreur, ou soit l'employé n'a pas été bien payé par sa propre volonté, il a peut-être saboté votre système. L'attaque peut provenir de ces genres d'attaques, ou bien de ces genres, par exemple, d'erreurs aussi, ou bien l'employé a ramassé une clé USB. Or, la clé USB contient des informations nuisibles à votre entreprise. Il a pris cette clé USB, il l'a branchée dans l'ordinateur de l'entreprise. Alors, vous, l'ordinateur de l'entreprise, vous êtes retrouvé vulnérable par rapport à votre attaque. Alors, tout ça, ça fait partie des attaques internes. Maintenant, parlons des attaques externes. Les attaques externes, on dit exploiter les vulnérabilités du réseau ou des appareils informatiques. Utiliser l'ingénierie sociale pour obtenir un accès. Maintenant, dans l'attaque externe, on voit ce qu'on appelle comme des virus, des vers, on voit des exploits. L'exploit, c'est une application, c'est un système qui est créé pour trouver la vulnérabilité auprès de vous. Je n'ai pas la possibilité d'accéder dans votre système. Je n'ai aucun moyen. Alors, je dois faire une étude. Je dois créer un logiciel qui doit étudier votre système afin de trouver quelles sont les portes faibles pour accéder dans votre système. Alors, ce logiciel que j'ai créé, c'est ce qu'on appelle les exploits. Donc, je dois exploiter pour retrouver quelques informations. On parle de l'ingénierie sociale. Je peux peut-être lancer un mail à quelqu'un pour lui dire que non, je suis telle personne. Si vous cliquez par ici, ça va vous donner telle chose, telle chose. J'ai du mal à accéder, mais je vais pousser quelqu'un à partir de l'intérieur de faire quelque chose pour moi, pour répondre à mes besoins. Ça, ce sont les types d'attaques externes. Par exemple, vous êtes une société de transport, vous êtes abonné avec la BCC pour les transports, vous recevez un mail où quelqu'un vous dit non, non, je suis de la BCC, vous devez remplir un tel formulaire, cliquez ici. Sans pourtant vérifier ces mails-là, vous cliquez dans les liens. Alors, ce type d'attaque, ça provient de l'extérieur. Donc, c'est quelqu'un qui a du mal à accéder, quelqu'un qui n'a pas accès à votre réseau. Maintenant, il trouve des moyens. Parmi les moyens, nous avons l'ingénierie sociale.
où je vais obtenir accès, mais j'envoie quelque chose qui apparaît comme légitime afin que la personne légitime va cliquer, par exemple, va exécuter une action et moi, j'aurai maintenant ce que je voulais. Alors, le quatrième point où nous allons parler de la guerre de la cybernétique. Il nous reste 4 minutes. Bon, on va ajouter plus de minutes. La cybernétique, pourquoi toute cette guerre? Dans ce chapitre, on parle de la nécessité de la cybersécurité. Alors, dans la nécessité de cybersécurité, on vous a présenté les enjeux. On vous a présenté là où se situent vos données et quels sont les risques qu'on peut subir. Donc, jusqu'à là, nous sommes à la présentation de ce qui est là et quelles sont les menaces qu'on peut subir par rapport à ça. On dit, qu'est-ce que la guerre cybernétique? En fait, la guerre cybernétique, c'est juste un conflit lié à l'utilisation de l'espace cybernétique, donc cet espace numérique. C'est juste un conflit où on donne l'exemple des malwares Sticknex. Les malwares, c'est un logiciel malveillant. Ça, c'est en français malicious software. C'est un logiciel malveillant. C'est un logiciel dont, quand je lance ces logiciels, c'est comme le virus, c'est un logiciel malveillant. Quand je lance ces logiciels, ce logiciel est là pour nuire. Il n'est pas là pour faire tout ce que vous allez lui demander. Je prends ces logiciels-là, je les lance dans votre ordinateur, il doit nuire à votre utilisation. Ça fait partie des logiciels malveillants. Alors, on nous a parlé maintenant ici des Sticknex. Sticknex, si vous partez sur Internet aussi, vous allez remarquer que c'était en 2015 que les personnes ont connu, on ne sait pas c'est quel gouvernement, mais d'après les rumeurs, il y a l'Iran qui avait accusé les États-Unis et puis les Israélites en disant que c'était eux qui avaient créé cette virus, ces malwares. Ces malwares faisaient quoi? Il était là pour endommager l'usine d'enrichissement nucléaire de l'Iran. C'était en 2015. On dit il a été conçu pour endommager l'usine. Parce que dans la fabrication d'armes nucléaires des Iraniens, ils avaient acheté des équipements, des automates, des appareils pour concevoir ces systèmes de nucléaires. Alors, à un certain moment, ils avaient subi une attaque par ces logiciels Sticknex qui avaient vraiment endommagé toute l'usine. Ils avaient vraiment endommagé toute l'usine. C'est à cause de ça, l'Iran même en a pas pu avancer pour ce développement d'armes nucléaires par rapport à ce qu'il avait prévu. Alors, cette attaque, il a été conçu pour nuire à cette entreprise. On dit ils ont utilisé des codes modulaires. Donc, le code modulaire, c'est quelque chose qui est un peu beaucoup plus profond par rapport au niveau auquel nous sommes. On dit ils utilisent des certificats numériques volés. Parce que lorsque Iran avait acheté des automates, il avait acheté des automates chez Samsung qui est fabricant de ces automates-là. Alors, Samsung leur avait livré des certificats reconnus par rapport à ça, à l'utilisation de ces équipements. Alors, c'est Sticknet, l'application, a volé ces certificats-là, il a corrompu ces certificats-là pour que les automates ne fonctionnent plus selon les ordres des Iraniens, mais selon les ordres établis par son fabricant, son concepteur. Alors, dans les rumeurs, on parle des États-Unis et puis des Israélites, mais on ne connaît pas qui sont réellement les vraies personnes qui avaient conçu cette application. Voilà, la guerre dans le cybernétique est juste là pour avoir des avantages. Dans une utilisation, c'est un conflit entre tel État et puis l'autre État. Aujourd'hui, nous parlons d'une guerre qui est dans le cybernétique, on le voit partout. Le combat, c'est plus le combat traditionnel où on utilise des armes, mais c'est ce combat maintenant qui s'est fait dans le numérique. Voilà, c'est à quoi on parle de la présentation de cette guerre dans cybernétique. Et puis, l'objectif de cette guerre, c'est de gagner quoi? C'est juste de gagner un avantage sur l'adversaire. Un adversaire, un concurrent ou bien un pays. Les États-Unis vont avoir plus de contrôle sur tel pays. Alors, ils accèdent chez vous, ils volent vos informations. Ils ont déjà assez des informations que vous allez faire. Et puis, lorsqu'il va vous proposer des marchés, il va vous proposer des marchés par rapport aux informations que vous connaissez déjà. Donc, ce sont des attaques pour avoir des avantages. Peut-être pour saboter aussi votre infrastructure. On accède chez nous en RDC, on coupe notre courant électrique. Toute la République n'a plus l'accès dans le courant électrique. Imaginez-vous. Donc, c'est pour saboter ça. C'est une attaque. C'est avoir un avantage sur nous, si le Rwandais le désire, ou bien si nous qui le désirons, on attaque le Rwanda pour bloquer leur système, par exemple les finances, leurs comptes, tout ça, beaucoup de choses. Permet aux hackers de prendre en otage des personnes gouvernementales. Ça vous permet aussi de prendre, ça peut, bon, pas nous permettre, mais ça permet aux hackers aussi de prendre un certain contrôle sur les personnes gouvernementales. Et puis les citoyens perdent aussi toute confiance à la capacité du gouvernement à les protéger. Imaginez-vous, quelqu'un accède dans le dossier présidentiel et publie tous les secrets de la présidence.
Alors, qu'est-ce qu'on va remarquer? On va voir les bonnes et mauvaises choses. Alors, nous, la population, nous aurons plus la confiance quand nous allons remarquer toutes ces mauvaises choses que la présidence a fait tout au long de tous ces mandats ici. Alors, nous allons perdre maintenant la confiance. Ça peut nous amener à créer même une guerre civile, sans pourtant que l'ennemi vienne ici, mais nous nous entretuons entre nous déjà. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des informations qui devaient être cachées, qui ont été divulguées. Et ça va embraler la confiance de nous, les citoyens, par rapport au gouvernement, sans jamais physiquement envahir le pays ciblé. Sans pourtant qu'ils viennent ici, mais il y a déjà un conflit qui s'est créé entre nous, la population, et notre gouvernement. Voilà, c'était ça la présentation, la nécessité de la cybersécurité. Le chapitre 1, je vous ai présenté montrer la nécessité de cette cybersécurité et quels sont les enjeux, quels sont les dangers, quelles sont les failles, les vulnérabilités qu'on peut retrouver si nous ne sommes pas, si nous n'arrivons pas à nous protéger. Et je vous ai présenté le dossier, les informations d'identification personnelle et les informations d'identification au niveau de l'entreprise. Et je vous ai montré où sont stockées ces informations-là, que ce soit au niveau personnel, que ce soit au niveau de l'entreprise. Et puis, je vous ai parlé aussi quel type d'attaque les agresseurs dans la cybersécurité. On les a vus. On a vu le chapeau noir, il y a le chapeau gris et puis il y a les chapeaux blancs. Les chapeaux blancs, ce sont des personnes autorisées par l'entreprise. Mais pour quel but? Pour trouver les problèmes au niveau de l'application ou bien d'un système informatique de l'entreprise afin de donner à cette entreprise-là de trouver des corrections de leur système. Nous avons vu aussi des amateurs, des personnes qui ne connaissent rien. Moi, on m'a parlé de la cybersécurité aujourd'hui et puis je suis allé sur Internet, j'ai récupéré une vidéo et puis j'ai lancé une attaque. Je suis un amateur parce que je n'ai pas la maîtrise dans ce domaine-là, mais je me sers seulement pour, pour faire quelque chose selon ma volonté. Voilà, c'est ça le chapitre 1. Je ne sais pas maintenant, je vais vous laisser un timing ou si vous avez des questions, peut-être vous n'avez pas bien compris quelque chose, alors vous pouvez me le